In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour, première émission de cette nouvelle année, de l'année 2022. Nous allons parler d'un film qui sort le mercredi 5 janvier, un documentaire qui s'intitule Guangzhou, une nouvelle ère, réalisé par Boris Wartman, qui est là aujourd'hui. Nous enregistrons le 4, donc il est là la veille de la sortie du film pour dialoguer un tout petit peu autour de ce documentaire. Aussi édifiant que bouleversant. Alors déjà, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté d'être là. Comment allez-vous? Ça va bien, merci pour l'invitation. En cette rentrée sous le signe de la pandémie, très heureux quand même de sortir un film en salle. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ce film, vous l'avez réalisé en quelle année? J'ai commencé à filmer en 2011 et j'ai terminé le tournage en 2017. Et après, ça a été toute une histoire de production assez compliquée pour les financements. Le montage a été long. On a fini fin 2018, début 2019 par là. Et après, il a mis pas mal de temps à démarrer en festival. Et puis fin 2019, il a commencé à être pris dans énormément de festivals. Et puis voilà, la pandémie est arrivée. Depuis 2 ans, on devait le sortir en salle et on l'a reporté plusieurs fois à la sortie jusqu'à cette date qu'on a fixée pour demain. Donc. En tout cas, ça vous délivre de pas mal de choses, j'imagine. C'était un marathon, oui. Mais je suis très heureux de l'avoir parcouru. Alors, le film, pour ne pas dire de bêtises, en fait, je vais relire deux, trois lignes du synopsis du dossier de presse. En fait, c'est un film qui se déroule en Chine, les 2000 villageois de Guangzhou. Est-ce que je le prononce bien le nom de ce village, de cette Alors, île, pardon? si vous voulez bien le prononcer en mandarin, c'est Guangzhou. Guangzhou, voilà. Guangzhou, qui est une île fluviale qui est à proximité de Canton. Les 2000 villageois donc sont chassés en 2008 par les autorités locales pour construire un prétendu parc écologique. Malgré la destruction de leurs maisons et la pression policière, une poignée d'habitants retournent vivre sur l'île. Voilà. Et le film donc démarre même sur des images d'archives, des images vidéo, une personne qui filme. Enfin, j'imagine très bien que ça doit être l'une des personnes à qui la maison excusez-moi, est détruite. Et ensuite, vous suivez quelques personnes comme ça pendant plus d'1h12. Et la première question que je souhaiterais vous poser, c'est alors vous parlez chinois, on est bien Oui. d'accord. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est pour approcher ces personnages, comment vous êtes comment vous avez procédé? Est-ce que vous avez d'abord vous les avez accompagnés sans caméra pendant un certain temps? Comment finalement s'est créée cette configuration filmique? Alors là, c'est mon premier film, mais je travaille depuis le début des années 2000. J'enquête en Chine sur des questions d'urbanisation et d'expropriation en tant que photographe et aussi en tant que sociologue. Et du coup, j'avais déjà été dans ce village j'avais tendance à faire mes enquêtes en général quand même tout le temps en appareil photo à la main. Et c'était un peu mon médium, disons, d'expression. C'était vraiment une approche visuelle. Et euh, je me suis d'abord intéressé aux questions d'expropriation en ville, parce qu'il y a eu une énorme réforme urbaine en Chine. On a détruit énormément de presque toutes les villes, toutes les centres-villes ont été détruits, reconstruits en fait. Et conséquemment à ça, enfin dans la suite de cette urbanisation d'abord centrée sur les villes, il y a eu une expansion urbaine sur les campagnes. Et donc j'ai commencé à explorer vers 2005-2006, par là, j'ai commencé à aller dans les zones rurales en me demandant, mais en fait, on parle tout le temps d'urbanisation en ville, mais qu'est-ce qui se passe dans les campagnes, quoi? Parce qu'à la base, la Chine, c'est un pays à 85% rural, et ils sont arrivés là, ils ont dépassé les 60% d'urbanisation. Et à cette époque-là, c'était déjà en plein boom, et on parle de ça dans un pays de 1,4 milliard d'habitants. Donc les chiffres de personnes expropriées tous les ans sont faramineux. On estime c'est 5 millions par an de paysans qui perdent leur terre. Et donc voilà, j'avais déjà été dans plusieurs villages comme celui-ci, dans plein de régions, et j'avais vraiment envie de faire quelque chose là-dessus, et j'avais déjà traité ça photographiquement. Et j'avais commencé un travail de recherche en anthropologie, mais je sais pas, je sentais qu'il me manquait quelque chose, quoi, qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'humain très très fort, que le carnet de notes peut restituer toujours après coup, mais que quelque part, j'assistais un peu à une disparition d'un monde rural traditionnel. Et en fait, c'était du coup très spontané, c'est-à-dire que
J'avais toujours mon appareil. Alors au début, j'avais un peu du mal à lâcher l'appareil photo, donc je me trimballais tout le temps un appareil photo et une caméra. J'avais les deux en même temps. Sachant en photo, je travaille que en argentique, donc j'avais des moyens formats avec mes bobines de pellicule et puis mon appareil numérique, voilà. Et, euh, voilà, j'arrivais dans ces lieux et puis j'attendais de voir un peu ce qui se passait, mais souvent c'était les rencontres en fait d'elles-mêmes, c'est-à-dire que caméra ou pas, ça changeait pas grand-chose. C'est-à-dire que c'était soit les gens étaient en confiance et avaient envie de parler et donc bah, tout de suite on pouvait presque avoir une caméra à la main, soit bah, les gens étaient méfiants ou ils avaient peur, plutôt pas tellement méfiants de moi, mais plutôt ils pouvaient avoir peur lié au contexte parce que c'est quand même très sensible politiquement ces questions. Et donc voilà, les rencontres sont faites comme ça. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je voulais faire quelque chose un peu peut-être influencé par le profil paysan de Pardon, un regard sur plusieurs campagnes, un regard kaléidoscopique comme ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui se passe dans ce village de très particulier parce qu'ils sont sur une île fluviale. Donc, ils sont un peu à l'abri. C'est une toute petite île qui avait ni pont ni tunnel. Et en même temps, ils sont très très proches de la ville. Donc, beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus facile de venir et repartir et faire des allers-retours plutôt que d'arriver et d'être un peu coincé au milieu de nulle part. Donc, ça donnait aussi une sorte de flexibilité par rapport aux autorités. Et les gens ont très bien senti ça. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite compris ce que je venais faire. Voilà, la relation de confiance, elle a été assez rapide, j'ai envie de dire. Après, chaque personne, c'est une relation différente, hein, on ne peut pas généraliser. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait d'être revenu plusieurs années de suite, ça a noué quelque chose de différent. C'est-à-dire au fur et à mesure que je revenais, bah, eux, ils se rendaient bien compte que je sortais pas mon film, ils se demandaient même si j'étais vraiment en train de faire un film, mais en même temps, du coup, il y avait moins d'attente et il y avait quelque chose de beaucoup plus détendu. Et moi-même aussi, j'étais plus à l'aise parce que je commençais à mieux connaître les moments, enfin à reconnaître les moments qui pouvaient être un peu plus tendus. Au début, j'avais toujours un peu peur, on va dire, de filmer et qu'il se passe quelque chose. Et puis au fur et à mesure que le temps passait, bah voilà, j'avais pris mes repères aussi. Et donc voilà, il y a une relation de confiance qui se construit comme ça, qu'on a aussi gardé un peu au montage pour donner un peu une place à mon rôle de réalisateur dans le film. J'ai parlé de beaucoup de choses, je ne sais pas si j'ai. Je suis désolé, je Ah suis non, pas. non, 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 c'est génialissime parce que vous me proposez plusieurs pistes de réflexion, donc ça va être très très bien comme ça. Non, 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 moi il y a aucun souci, on peut parler posément et longtemps chez Microciné, il y a pas de problème. Mais c'est intéressant quand vous évoquiez que dans un premier temps il y avait une forme de peur comme cela de filmer et la question tourne autour de cela finalement, les images, les premières images, les premiers plans que vous faites quand vous dérochez. Vous voyez cette peur dans cette manière de capter un paysage, capter des personnages. Et est-ce que cette peur-là, vous avez aussi eu envie de la retranscrire un peu dans le film, ou très vite vous avez utilisé des images, des plans qui étaient entre parenthèses parfaites. Ça a été assez. Enfin, au montage, il a fallu le reconstruire en fait, parce que le contexte faisait que c'est tellement compliqué ce genre de situation qu'en fait, sur 7 ans, j'ai filmé à peu près 150 heures de rush, 180, je sais plus. Enfin, ce qui paraît beaucoup, mais en réalité, c'est très peu. C'est-à-dire que sur 5 tournages, j'ai dû tourner pas plus que 30 heures à chaque fois, et parfois, je pouvais rester un mois. Donc, j'ai filmé vraiment les moments où il y avait une rencontre avec les gens relâchés, détendus, rarement en public, impossible de filmer quand il y avait des moments justement de tension. Parfois, ça m'est arrivé d'arriver et en fait de prévoir 2 mois sur place et en fait au bout de 3 jours me dire je peux pas rester là et là partir pendant un mois, voyager en Chine, revenir à la fin du séjour et rentrer. Et donc il y avait quelque chose où finalement dans mes images transparaissait plutôt quelque chose de très paisible et parce que les gens parlaient dans des moments plutôt détendus. Et donc, je m'étais posé un peu la question de dire est-ce que je fais une voix off est-ce que on rend ça, cette tension ambiante, par justement une façon de raconter moi ce que je vis. Enfin, et puis bon, au fur et à mesure que le film s'est construit, on s'est rendu compte que déjà, moi, ce que j'ai pu ressentir, c'était pas très important dans le fond. Enfin, que le film c'est pas un film sur mes voyages et mes allers-retours, c'est un film sur ce que eux vivent. Et que par contre,
il n'y avait peut-être pas besoin d'avoir la même intensité. C'est-à-dire que ça peuvent être des petites choses anecdotiques qui le faisaient sentir. Par exemple, un homme de nuit, à la tombée de la nuit, qui me demande si on contrôle ma caméra. Une personne qui me demande de couper parce qu'on nous regarde. Mais en fait, je pense que sur les 150 heures de rush, vraiment ce genre de moments-là qui peuvent signifier cinématographiquement une sensation de peur, je pense qu'on les a tous utilisés. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu aller repêcher dans mes souvenirs de ce que j'avais filmé, parce qu'au dérochage, limite, c'était des choses qui paraissaient un peu anecdotiques et qui n'avaient pas forcément été retenues au dérochage. Donc ça a été vraiment de se dire, ah mais si, il se passait quelque chose, il y avait quelqu'un qui disait ça. Et puis, il y a aussi les images d'archives qui, quand même, elles, pour le coup, bah, filment enfin, on voit à l'image des scènes de répression, des gens qui sont arrêtés, des maisons qui sont cassées. Enfin voilà, donc on voit quand même des scènes comme ça. Et puis il y avait aussi les lettres. Et les lettres, euh, elles transmettent finalement aussi une forme de langage qui est totalement différent et de la part des habitants de s'exprimer dans un langage un peu de la langue officielle, mais un peu inconsciemment, ça dit en hors champ, bah voilà, on s'adresse aux autorités et là on plie un peu les chines pour montrer que voilà, on vous respecte et puis en même temps on résiste, mais en même temps si on veut essayer de vous entendre, donc voilà, ça dit un peu tout ça et ça construit finalement ce climat de répression jusqu'à la réponse finale des autorités qui voilà donne le point de vue des autorités à travers une lettre, parce que pareil, j'ai jamais pu les filmer, bien sûr. Donc voilà, tout ça s'est construit finalement de manière plutôt subtile et c'était alors qu'au début peut-être moi je voulais venir un peu avec des gros sabots de l'ordre de ma mince. Là on comprend pas ce que les gens y vivent, comment ils sont réprimés, tout ça. Et puis finalement ça s'est construit voilà plus par petites touches au fur et à mesure que l'histoire avance. Comment vous pouvez expliquer cette urbanisation féroce, sauvage du gouvernement chinois sur le territoire, sur tout le territoire? Parce que comme vous le dites, enfin à travers l'un de vos personnages, le film dit en gros que ça ne concerne pas forcément que cet endroit-là, Huangzhou, mais que ça concerne aussi la Chine et ça peut aussi concerner quelques pays dans le monde dans lequel nous vivons aussi. Donc ça a une résonance pas forcément. Enfin, c'est pas un film enfermé, quoi. C'est quelque chose qui pose des questions sur d'autres aspects qu'on peut vivre. Donc, comment vous pouvez l'expliquer en Chine, cette espèce d'urbanisation très féroce? Euh, ça s'est fait, disons, progressivement, parce que la Chine, bah, enfin, disons, pour revenir un petit peu en arrière, en 49, 1949, le Parti communiste chinois arrive au pouvoir dans un pays, comme je disais tout à l'heure, à peu près à 80-90%. On estime autour de 85% de population rurale à l'époque. Et du coup, la particularité du régime communiste, je reviens un peu en arrière parce que c'est important par rapport à ce qui se Ouais. passe aujourd'hui, c'est que euh, contrairement à la doxa marxiste et à ce qui s'était passé en Union soviétique, par exemple, où ils disaient que c'était la révolution prolétarienne, et ils ont dit, nous, on n'a pas atteint, parce que la théorie communiste, enfin marxiste, c'est de dire, pour atteindre le communisme, il faut passer par le capitalisme. C'est une fois qu'on est sorti de la féodalité, qu'on est rentré dans l'ère capitaliste et qu'on a créé une classe prolétaire écrasée, que les prolétaires vont se révolter et vont prendre leurs moyens de production. Enfin, je résume un peu, mais dans l'idée, c'est ça. Et Mao Zedong arrive et dit, bah, en fait, nous, on n'a pas atteint le stade du capitalisme, mais on peut aussi atteindre le socialisme sans passer par le capitalisme grâce à une socialisation du monde rural. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des communes rurales en expropriant à l'époque les propriétaires terriens de l'époque et en disant on redistribue les moyens de production, la terre, donc pour les paysans, aux paysans. Et on crée des communes rurales. Ce qui fait que ça, aujourd'hui, c'est un héritage de ça, c'est-à-dire que ça n'a pas bougé. Les paysans sont copropriétaires de la terre via la commune populaire. Donc chacun est rattaché à une coopérative, on va dire, agricole, et il a des parts dans cette coopérative. Et la coopérative détient les terres du village. Donc c'est impossible, par exemple, de dire ah bah tiens, moi j'ai envie de déménager dans telle région et de devenir paysan là-bas, parce que les paysans du coin, ils vont jamais vous, enfin sauf si vous obtenez qu'on vous cède des parts, mais quand on vous fait rentrer dans la coopérative agricole, bah en fait vous diminuez les parts de tout le monde. Et donc ça a maintenu quelque part une forme ça a contenu une forme d'urbanisation auto
proclamé, c'est-à-dire que les gens pouvaient très difficilement utiliser leurs terres et dire bah, nous, on voudrait prendre une partie de nos terres et les transformer en nouveaux quartiers ou faire des usines ou des choses comme ça. Ce qui s'est passé, ça a été plutôt que dans les années 80, il y a eu donc ouverture de la Chine à la mort de Mao Zedong, Deng Xiaoping lance l'ouverture économique et commence par une phase d'industrialisation. Et assez vite, au début dans les années 90, il décide de mettre le paquet sur urbanisation et industrialisation pour développer la Chine, en disant en fait la Chine c'est un pays pauvre, arriéré, parce qu'on est encore des ruraux. Et donc là, il décide de rentrer dans un schéma assez hallucinant d'urbaniser à tout va. Et alors à l'époque, il y avait aussi un manque de logement, il y avait d'autres critères aussi, hein, où il y avait besoin de construire. Mais ça a donné, disons, une forme d'explosion, un peu une autorisation des autorités locales à dire bah, on va aller, c'est pas les communautés rurales, c'est au-dessus, quoi, c'est au niveau de la préfecture, au niveau de la région, ils décident de développer au niveau local, et le développement pour eux c'est l'urbanisation. Et donc il y a une espèce d'expansion urbaine d'abord sur tout le croissant déjà un peu où il y a beaucoup de population sur toute la côte, disons de Pékin jusqu'à Canton. Là, ça a été le premier gros boom d'urbanisation. Donc, ça a été vraiment en tache d'huile. C'est les villes qui grossissent et au fur et à mesure qui s'étalent, quoi. Et les zones rurales, elles restaient un peu à l'abri de l'urbanisation. Dans les zones reculées, c'était toujours un peu les campagnes perdues. Et là, il y avait les paysans qui allaient travailler en ville. Mais les villes, elles grossissent par un grignotage des terres annuel. Et c'est là où on estime que c'est à peu près 5 millions de paysans. Par an. Et là, ils sont rentrés dans une troisième phase d'urbanisation depuis 10-15 ans, où ils ont dit, oh là là, mais en fait, on a créé un déséquilibre énorme, on a tellement urbanisé sur les côtes qu'on a fait des mégapoles de 12-15 millions d'habitants, et à côté, on a les villes, les campagnes reculées, qui, elles, sont pauvres, un peu désertées, manquent de moyens, d'infrastructures et tout ça. Et donc, ils ont lancé ce qu'ils appellent les nouvelles campagnes socialistes. Et donc, en fait, c'est la construction, pardon, des nouvelles campagnes socialistes, c'est le nom de la politique, c'est de compenser ça en urbanisant à la campagne. Et donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des villages, par exemple, ils prennent une dizaine de villages et disent, bah voilà, vous êtes un peu isolés, un peu à la montagne, un peu là, enfin voilà. Et on prend des habitants et on les regroupe dans des nouveaux bourgs. Et donc, par exemple, on va faire un bourg de 10 000 habitants et on détruit tout et on dit, bah voilà, dans un an, du coup, on a plein de terres disponibles pour faire ici des champs mécanisés, ici une usine, ici une autoroute qui va passer. Et donc, ils ont prévu comme ça d'urbaniser à peu près 250 millions de paysans à la campagne d'ici 2040, je crois. Enfin, je sais plus les dates exactes, mais disons que c'est des chiffres à chaque fois comme ça énormes. Et donc, c'est vraiment un processus qui a commencé dans les années 90 et qui ne s'arrête pas, quoi. C'est tous les ans, des millions de paysans expropriés. C'est vraiment, j'ai appelé le film Une nouvelle ère dans le sens où là, c'est un petit groupe de paysans d'un village et c'est vraiment pour voir comment la ville leur arrive dessus. C'est-à-dire qu'eux, ils bougent pas et c'est vraiment la ville qui s'étend sur eux. Mais ils sont vraiment un peu exemplaires de ce qui se passe. C'est-à-dire quand on voit l'énergie qui est mise pour les contrôler, les empêcher de rester. Alors qu'en fait, il y avait tout, si vous voulez, en Chine pour pouvoir dire, bah ok, on va peut-être revoir l'architecture, reconstruire des villages un peu plus grands et tout ça, mais ils auraient très bien pu décider, par exemple, de garder toute cette main-d'œuvre agricole et d'être, je sais pas, s'ils avaient voulu être les champions du monde du bio, ils auraient pu, ils avaient tout pour faire ça, parce qu'ils avaient une population agricole nombreuse, avec des petites parcelles qui travaillaient à la main, non mécanisées depuis des millénaires presque, on pourrait dire, et une connaissance du coup du terroir excellente. Enfin, ils avaient tout pour faire ça, et ils sont pas du tout rentrés dans cette logique-là. Ils sont vraiment rentrés dans une logique de massification, de construction à tout va, et c'est vraiment comme ça que le discours dit officiel, bah, on vous sort de la pauvreté, vous êtes pauvres parce que vous êtes des paysans, et donc le développement est synonyme d'urbanisation, quoi, pour le dire en deux mots. Mais s'ils étaient rentrés dans cette logique-là, comme vous dites, cela voudrait dire que l'histoire, la grande histoire, les intéresse. C'est l'un des personnages de votre film, à la fin d'ailleurs, pratiquement à la fin, qui dit que celui qui présente son arbre généalogique, c'est très bouleversant, et qui dit que en fait, il préfère la réécrire cette histoire et ça ne les intéresse pas. Comment vous pouvez l'expliquer ça, que il y a un moment on n'est plus envie
comment dire, alors que vous, le film, vous essayez de montrer ces traces, mais ces traces n'existent pratiquement plus, vu que même ces traces-là, ils veulent les retirer. Donc j'ai l'impression que c'est ça, c'est un film qui essaye de trouver des traces, mais qui finalement se perd, quoi. C'est assez bouleversant. Moi, je sais que c'est un peu le moteur parce que, disons, mon intérêt pour la Chine, il est vraiment de longue date parce que j'avais vécu en Chine avec mes parents quand j'étais enfant. Et j'y suis retourné quand j'étais adolescent. Et déjà à ce moment-là, alors qu'il s'était passé quoi, j'étais parti à 8 ans et je suis revenu à 16 ans. Donc il s'était passé que 8 années. Et déjà là, j'étais choqué, enfin vraiment perturbé de voir que Pékin avait changé et que je reconnaissais plus la ville. Et j'avais à l'époque fait mes premières photographies. J'avais dans un quartier en destruction, il y avait des ruines, il y avait un homme avec des baluchons, il dormait au milieu des ruines sur ces baluchons. Et donc, bah ouais, j'avais 15-16 ans, j'avais fait cette photo-là, je l'avais emmené mon rouleau à développer dans un magasin en ville, et on m'a rendu un rouleau voilé. Et je crois que j'ai eu mon premier choc un peu de l'ordre de ah ouais, en fait c'est quand même chaud cette histoire. Et puis après bon, je suis reparti en France, j'ai fait des études, j'ai fait mon bac tout ça, puis j'ai fait des études de chinois et je suis reparti vivre en Chine. Et là, je me suis même pas posé la question quoi. Tout de suite, je me suis dit oh là là, mais ils sont en train de tout détruire, c'est pas possible. Et cette Chine, qui est la Chine, n'est pas la Chine que je connaissais. Enfin, il y avait une espèce de bug mental comme ça où je me disais, mais il faut garder une image de ce que moi j'ai connu. Et en me disant, je crois que les gens qui le vivent ne se rendent pas tout à fait compte de ce qu'ils perdent, de la valeur de ce qu'ils perdent. Parce que effectivement, quand il n'y a pas eu de réforme urbaine depuis des dizaines d'années, depuis des décennies, et que c'est un pays qui est passé par énormément de pauvreté sous communisme et tout ça, bah, les gens assimilent l'ancien à du dégradé, à de l'insalubre, à des choses comme ça. Mais en réalité, faire du tout à l'égout, remettre l'électricité, changer, mettre l'eau courante et tout ça, enfin, c'est des choses qui sont faisables. Mais c'est juste que ils sont pas rentrés dans une logique de pour faire propre et sain, il faut détruire et faire du moderne. Et je pense que il y a vraiment aujourd'hui beaucoup plus chez les Chinois justement une conscience de ce qu'on a perdu et d'une tristesse en fait de ça et ou de gens aussi. Je connais des Chinois qui vivent en France ou à l'étranger et qui en fait eux n'ont pas trop vu cette transition et quand ils sont revenus pour revoir leur village ou pour revoir leur quartier, ils ont pleuré parce que c'est même pas qu'ils avaient plus leur maison, c'est qu'ils ne reconnaissaient rien. Ils savaient plus où ils étaient. Il aurait fallu un GPS pour se dire effectivement je suis là au milieu de l'autoroute sur le lieu où il y avait ou sur un boulevard, le lieu où il y avait ma maison ou mon quartier et tout ça. Donc il y a vraiment une création de perte de repères très forte. Et je pense que c'est vraiment une conséquence d'une logique presque politique, c'est-à-dire dans une logique de gouvernement totalitaire qui soit communiste. Enfin, c'est pas un communiste, c'est pas du communisme. Pour moi, c'est totalitaire, c'est-à-dire c'est une logique de pouvoir, de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils pensent. Et cette pensée, elle s'incarne même dans du matériel, c'est-à-dire la façon dont vous vivez, le cadre de vie dans lequel vous êtes, c'est un décor qu'on vous construit de toutes pièces. Et c'est ça votre vie. Et c'est ça la modernité. Et donc il y a vraiment quelque chose comme ça pour moi de très impactant depuis le début, disons. Et que quand je photographiais, par exemple, j'ai fait toute une série où je me disais, en fait, c'est incroyable, ces décors, je les vois comme un décor de théâtre où quelque part, les gens, c'est juste des pions qu'on déplace, quoi. Et donc j'ai fait toute une série comme ça que j'avais appelé La Chine chamboulée et qui avait été exposée à Visa pour l'image en 2009. Et c'est suite à ça, je me suis dit, mais en fait, ok, certes, c'est des pions qu'on déplace, mais en réalité, il y a plein de gens qui s'expriment. Il y a des gens, on voit au chapitre, et c'est pas que totalitaire au sens pur et dur du terme, mais il y a une négociation qui se crée. Et c'est là où c'était très intéressant, parce que comme je parle chinois et que j'avais ces échanges avec les gens, je me suis dit, il faut filmer. Là, il y a une perte d'information. Enfin, la photographie me permettait plus de rendre ça. Et donc, c'est là où je suis passé au film en me disant, le point de vue de ces gens est quand même super intéressant. Et la parole est très importante. Non, la question, vous y avez répondu, c'était par rapport aux traces, mais et aussi au fait que le gouvernement a tendance le gouvernement veut réécrire l'histoire. Et la parole, vous en parlez là, enfin,
pardon, c'est une répétition ce que je viens de faire, mais il y a une scène incroyable où qui est pratiquement vers la fin où c'est de nuit et il y a quelques-uns de vos personnages qui sont en train de boire un coup et c'est la fin de soirée et ça se dispute et ça arrive d'une manière soudaine. C'est assez impressionnant, c'est assez incroyable et c'est là qu'on comprend que finalement il y a aussi cette idée, cette colère de dire nous ne sommes pas, comme vous le dites, des pions, nous ne sommes pas des figurants, nous avons envie de parler et donc vous filmez beaucoup cette parole qui peut être apaisante, qui peut être soudaine et assez radicale, qui peut être aussi clouée. Il y a des séquences comme ça où on voit des images d'archives où on voit où on les voit se faire tabasser, où on les entend aussi dire qu'ils se sont fait tabasser et pardonnez-moi cette question purement de mise en scène, mais là, pour le coup, vous êtes cinéaste et c'est un film de cinéma, c'est un très beau film de cinéma, où on place, comment, est-ce on se pose cette question de savoir comment à ce moment-là, on pose la caméra ou on va à l'instinct? Alors, ça m'évoque plusieurs choses, mais une des premières choses, c'est que quand j'ai commencé à filmer, j'avais jamais filmé et j'ai pas fait d'école de cinéma ou, enfin voilà, donc j'improvisais complètement. Et je me suis quand même rendu compte de deux choses. Une, c'est que le son était important et que écouter les gens, enfin finalement, si on les écoute, on trouve la bonne façon de se positionner. En photographie, on a peut-être tendance à se dire, si j'ai déjà fait une photo, je vais chercher un autre angle, quoi. Et du coup, on commence à gesticuler un peu dans tous les sens, à moins de faire une photographie très plasticienne et un peu dispositif photographique répétitif. On se retrouve sinon assez vite à chercher, tiens, je vais monter sur le toit, je vais redescendre, je vais faire un plongée contre plongée, etc. Enfin, un peu dans tous les sens. Et là, il y avait quelque chose de l'ordre de on s'arrête et on écoute. Et finalement, en faisant ça, là, au début, je posais beaucoup de questions et je filmais des interviews, j'ai envie de dire interviews justement, parce que j'arrivais, je leur posais des questions et je posais la caméra. Et puis, en dérochant la première année, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment pas intéressant. Et puis, je coupais tout le temps quand ça devenait intéressant, quand les gens se mettaient à me parler d'eux-mêmes. Et puis, par moments, j'avais pas coupé, je me disais, mais ça, c'est ça qui est génial, c'est ces moments-là. Et donc, en fait, c'est là où j'ai filmé très peu, c'est que je me suis dit, il faut que je passe du temps avec eux et que je filme vraiment quand eux ont envie de me parler, pas quand moi j'ai envie de leur poser une question. Quand moi je leur pose une question, je prends une note ou je laisse peut-être juste tourner comme ça pour moi me souvenir ce qu'ils m'avaient dit parce que j'essayais de comprendre en même temps. J'enquêtais quand même, hein, donc j'essayais de comprendre le comment du pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé exactement, à quel moment, parce que les informations étaient très diffuses. Mais tous ces moments-là, c'était plus de l'ordre de mon intérêt et j'ai quasiment pas filmé. Et par contre, peut-être qu'après avoir discuté 2 heures avec quelqu'un qui m'a livré plein d'informations, qui m'a dit plein de choses, d'un seul coup, il s'arrêtait un peu, il se remettait à regarder son téléphone, il buvait un thé, puis je sais pas, il y avait d'un coup un moment qui se générait. Et là, il y avait quelque chose de cinématographique. Et donc, c'est à ce moment-là que je me mettais à filmer. Et par contre, c'était quand même une intention à la parole, dans le sens où c'était vraiment le moment où cette personne d'un coup me disait « Ah tiens, il faut que je te montre un truc ». Et là, c'est lui qui a envie de me montrer un truc. Il veut par exemple me montrer des lettres et il va les chercher, il va farfouiller dans ses documents, ses lettres. Et il a eu envie peut-être parce que pendant 2 heures, on en a parlé. Mais j'ai pas filmé l'interview de 2 heures. J'ai filmé le moment où lui me montre ce document et du coup, ça vient de lui-même. Et là, j'interagis, je m'interdis pas de discuter avec eux. Donc, je suis caméra à la main en train de parler avec eux, mais plus dans un échange. Et c'est vraiment ça que j'ai cherché, en fait. C'est l'échange. Je pense que c'est générer la rencontre caméra à la main, quoi. Et donc voilà, je pense que c'était ça au niveau du tournage. Et après, au niveau du montage, je pense que moi, j'étais quand même un peu perdu parce qu'il y avait énormément de possibilités. Et puis, j'avais l'impression que je voulais pas trop faire un film sur la résistance. Je voulais plutôt faire un film sur comment ces gens vivent ces situations et d'un point de vue presque un peu plus poétique où je me posais la question aussi de comment on construit son regard. Et donc, j'étais très influencé par, j'adorais des films très contemplatifs ou des films où le réalisateur pose sa voix off. Enfin, voilà, il y avait des choses comme ça qui m'intéressaient beaucoup, mais en fait,
au montage, je me rendais à l'évidence que quelque part, ça racontait finalement mon point de vue sans apporter grand-chose à la situation. Enfin, j'ai même pas testé une voix off au final au montage, mais par contre, le côté contemplatif, il était un peu pauvre. Et alors qu'il y avait tous ces gens qui parlent. Et c'est quand même assez exceptionnel, c'est-à-dire que même pour des Chinois qui font de la sociologie, qui font du documentaire, c'est pas tous les jours qu'on arrive à trouver justement des paysans qui s'expriment et très bien sur ces questions. Et donc, je me disais, mais ils ont été hyper généreux avec moi. Et au montage, finalement, il faut construire le film sur la parole. Et donc, vraiment, enfin, quelque part, ça a été la conséquence de ma démarche, ça a été d'assumer que c'était un film autour de la parole et que le reste venait dire des choses en creux, l'avancée des travaux, la transformation de l'île, des petits moments quand même d'interaction avec moi, mais qu'il n'y avait pas besoin d'être omniprésent. Par exemple, moi, j'avais fait des plans qui duraient 20 minutes tous les ans au même endroit pour voir l'évolution des lieux. Et donc, j'aurais pu faire un film où il y avait des très longs plans et j'aurais pu lire. Et je voulais le premier dossier que j'ai fait, je l'avais appelé Lettre aux paysans. Et donc, je voulais vraiment faire un film qui soit un peu comme une lettre que moi je leur adresse parce que eux, ils m'avaient donné tous ces documents. Mais bon, cette idée-là, elle est restée un peu juste en filigrane. Il y a une ou deux lettres. Les leurs, ma voix, c'est pas moi, c'est moi qui les lis quand même, mais c'est leurs lettres à eux, c'est pas ma lettre. Enfin voilà. Donc je pense que tout ça est devenu, c'est dilué et a trouvé un peu un équilibre qui est celui-ci. Mais vraiment avec cette idée il fallait se rendre à l'évidence que c'était un film qu'il fallait quelque part leur rendre la balle, quoi. Eux, ils m'avaient donné tous ces temps de parole très précieux et ils avaient osé exprimer des idées très fortes et du coup il fallait assumer que le montage était autour de ça, quoi. Le film s'appelle Guangzhou, une nouvelle ère. Il sort demain, le 5 janvier. Et juste une dernière question. J'imagine que les personnages que vous filmez, j'imagine qu'ils ne l'ont pas vu, ce film. Non, parce que c'est impossible de diffuser sur des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout ce qui est occidental est bloqué là-bas. Donc, il y a moyen avec des VPN de contourner ça, mais bon, eux, ils n'ont pas accès à ça. Et si je mets ça sur des plateformes chinoises, c'est là où c'est un peu dangereux. C'est-à-dire que ça devient du prosélytisme anti-chinois. C'est-à-dire que vu qu'il y a la censure, quelque chose comme ça, un film comme ça passerait pas à la censure. Donc la seule façon de pouvoir le montrer, et je voulais y aller, c'était leur montrer personnellement sur mon ordinateur. Mais un peu avant le Covid, j'étais en fin de montage, puis commencé à diffuser en festival. Et puis là, depuis 2 ans, il y a le Covid et c'est impossible d'y aller. Donc, c'est impossible d'y aller. Voilà, non, là il y a 40 jours de quarantaine, je crois, maintenant, quand on va en Chine. Et puis en plus, on ne peut y aller que si on a des visas hyper spécifiques. Enfin voilà, c'est pas tout un chacun qui peut aller en Chine comme ça maintenant. Donc voilà, mais je désespère pas qu'à un moment donné, on pourra retourner en Chine et que je pourrai le leur montrer. Par contre, le vieux monsieur dont vous parliez, enfin, ma plus grande crainte, c'est que, parce que lui, il est incroyable. C'était quelqu'un qui avait une philosophie et une réflexivité, mais impressionnante. Et je pense que lui, il m'a vraiment convaincu de faire un film là-bas aussi, parce que c'était une rencontre tellement forte avec lui. À un moment donné, je me disais, mais en fait, peut-être qu'il faudrait faire un film même que sur lui. Enfin, ça serait presque un portrait que d'une personne. Et, s'il y a une personne à qui vraiment j'ai envie de le montrer, c'est à lui. Et il était vieux, malade, avec des conséquences, des séquelles physiques, parce qu'il s'était fait tabasser, parce qu'il Oui. voilà. Et donc, j'espère juste que qu'il soit en forme et que quand j'y retourne, je pourrai le lui montrer. Mais, Oui. Il explique à un moment qu'il a reçu, je crois, une barre de métal sur la tête. Enfin, c'est juste. Il était dans le coma. Enfin voilà. Non, Merci beaucoup en tout cas Boris Wartman d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir parlé de ce film. Je remercie entre parenthèses Stanislas Baudry, sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Dans le descriptif de cette vidéo, vous retrouverez un lien qui renvoie au site du film et je vous invite vraiment pour commencer cette année à aller voir ce film qui est vraiment bouleversant et qui a des résonances extraordinairement multiples. Merci beaucoup Boris. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée, à très vite. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.